Je m'appelle Romain. J'ai 35 ans et je conduis un taxi la nuit depuis 2 ans, depuis la naissance de notre fils Paul. Mes mains sont crevassées par le volant, des cernes profondes creusent mes yeux à force de shift de 14 heures. La ville dort d'un sommeil lourd et agité. Les fenêtres s'éteignent une à une, seuls les réverbères veillent sur les avenues désertes. J'aime cette tranquillité. Entre minuit et l'aube, il n'y a que moi, le ronronnement du moteur et l'écran du GPS qui pulse. Les passagers de ces heures sont silencieux, serveuses épuisées, ouvriers en fin de poste, groupe un peu ivre qui s'endorment vite sur la banquette arrière. Je ne me plains pas. J'ai appris à attendre et à me taire. Chez moi m'attendent 2 personnes, Aline et le petit Paul, qui doit être en travers du lit en ce moment, le drap rejeté. Aline. Ma Aline. Je me souviens de notre première rencontre dans une librairie. Elle tendait le bras vers le haut rayon pour attraper un roman. Je lui ai proposé mon aide. Elle avait alors des cheveux couleur blé mûr et une odeur douce, note de pommes vertes et de cannelle. Je suis tombé amoureux comme un adolescent. 6 mois plus tard nous vivions ensemble, 1 an après nous nous sommes mariés. Je me considérais comme un chanceux. Même quand la fatigue raidissait chaque muscle, je pensais à eux et je souriais dans le rétroviseur. Mais depuis quelque temps quelque chose avait changé. Je ne parvenais pas à mettre le doigt dessus. Aline était devenue différente, froide. Son regard, autrefois chaud et attentif, fuyait souvent. Elle ne m'attendait plus sur le pas de la porte avec une tasse de thé. Le dîner restait dans la casserole sur la cuisinière et elle restait plongée dans son téléphone, heurtant mon étreinte d'une épaule. « Tu es fatigué, Romain, le petit m'a épuisé aujourd'hui, les dents lui poussent, disait-elle sans lever les yeux. Je la croyais. Un enfant de 2 ans est un petit ouragan sur 2 jambes. Plus la maison, les repas, la lessive. Je sentais moi-même combien les nuits me vidaient, mais j'imaginais ce que c'était pour elle de passer toute la journée avec Paul. Alors je ne la pressais pas. Le matin je prenais le petit pour une promenade afin qu'elle puisse dormir 1 heure de plus. J'essayais de faire au mieux. Puis sont arrivées les séances de sport. Aline a annoncé qu'elle s'était inscrite dans une salle près de la maison. « Je veux me remettre en forme », a-t-elle déclaré en se regardant dans le miroir de l'entrée. « Tu n'es pas contre ?» J'ai haussé les épaules. Pourquoi aurais-je été contre? Qu'elle fasse du sport, c'est bon pour elle. Elle avait un peu pris du poids après la grossesse, mais cela me plaisait même. Je comprenais pourtant qu'une femme ait besoin de se sentir belle. Bien sûr que non. Mais ne force pas trop, ai-je dit en l'embrassant sur le haut de la tête. Elle s'est légèrement écartée, plus vite que d'habitude. Je n'y ai pas prêté attention sur le moment. Désormais 3 soirs par semaine elle partait en legging et en queue de cheval à 7 heures précises et disparaissait jusqu'à 10h30. Je restais avec Paul, bain, repas, histoire, coucher. J'étais fier d'elle. Elle ne se laissait pas aller. Mais un soir je suis rentré à la maison chercher un chargeur oublié. Il était environ 7 heures. J'ai ouvert la porte avec ma clé. Le couloir était éclairé. Cela m'a surpris. Aline aurait dû être à la salle de sport. Je suis passé à la cuisine. Vide. J'ai jeté un œil dans la chambre. Paul dormait dans son lit, les bras en croix, et Aline était assise sur le canapé du salon, habillée de la même tenue que dans la journée, en train de refermer précipitamment son sac. « Qu'est-ce que tu fais là ?» ai-je demandé en me penchant vers la prise. L'entraînement a été annulé, l'eau des douches est froide, il répare demain, a-t-elle répondu sans me regarder. Dommage. Je pensais que tu étais déjà en train de faire des abdos, ai-je plaisanté. Elle a souri du coin des lèvres, crispée, comme si elle essayait de se rappeler comment on fait ça. J'ai pris le chargeur et je suis reparti. Déjà dans la voiture j'ai pensé, étrange, le sac était ouvert mais j'ai vu une serviette roulée, parfaitement sèche. Si l'entraînement avait été annulé, pourquoi avait-elle emporté une serviette et pourquoi était-elle rentrée à la maison 1 heure après le début des cours au lieu d'y rester? J'ai chassé ces pensées. Bêtise. J'étais simplement fatigué et je cherchais des problèmes là où il n'y en avait pas. Aline ne m'avait jamais donné de raison de douter d'elle. 7 ans ensemble et pas une seule fissure. Mais la fissure existait déjà. Cette fissure était apparue il y a 2 ans. Pas une simple fissure, un gouffre noir profond qu'Aline avait essayé de combler avec des mensonges, comme on jette de la neige dessus en espérant que personne ne le remarque. Il y a 2 ans, l'anniversaire bruyant de notre amie Catherine. Restaurant avec musique live, beaucoup de champagne,
beaucoup de rires. Aline n'était pas encore mère à ce moment-là. Elle était simplement une jeune femme belle qui aimait s'amuser. Je ne l'avais pas accompagnée. J'avais une nuit de travail et je lui avais demandé de ne pas trop tarder. Mais elle est restée. Elle a bu un verre, puis un deuxième, puis elle est passée au cocktail. L'ambiance de fête lui montait à la tête et la musique l'invitait à danser. Elle se souvenait de tout par fragments, quelqu'un lui avait resservi, elle était sortie prendre l'air, un homme grand aux cheveux bruns s'était approché, un inconnu. Il avait parlé, ri, puis proposé de la raccompagner. Aline avait refusé, mais il avait insisté. Elle était montée dans sa voiture et après, le trou noir. Une honte écœurante et gluante qu'elle avait essayé d'effacer de sa mémoire. Elle s'était réveillée le matin dans un lit inconnu, nue, la tête en feu. Personne à côté d'elle. Elle s'était habillée en tremblant, avait couru dans la rue, avait attrapé un taxi et avait pleuré pendant tout le trajet. Jamais plus elle ne toucherait à l'alcool. C'était une erreur. Terrible, impardonnable. Elle s'était juré d'emporter cette honte dans sa tombe. Je ne devais rien savoir. Personne ne devait savoir. Mais quelqu'un savait. Serge, mon ami, mécanicien, qui venait souvent à la maison pour boire une bière et regarder le foot, costaud, les mains toujours un peu grasses, le regard perçant. Un soir où je suis sorti sur le balcon pour fumer, Serge s'est approché d'Aline dans la cuisine et lui a murmuré tout près, « Tu t'es bien amusé à l'anniversaire de Catherine, on aurait presque été jaloux. » Aline a eu froid dans le dos. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Il a sorti son téléphone et a tourné l'écran. Elle a vu la photo d'elle dans le lit étranger avec l'inconnu. Le cliché était pris de près. Leurs deux visages étaient nets. Aline a reconnu cette nuit cauchemardesque. Quelqu'un se tenait à côté, quelqu'un avait pris la photo. « Tu étais là, Serge ? Tu passais par hasard ?» Il a souri. La porte était entr'ouverte. « Désolé, je n'ai pas pu résister. Une si belle image. Efface-la. » « À quoi bon ? Je peux la récupérer. Et puis je pense que Romain serait intéressé de voir comment sa femme s'amuse. » Aline s'est jetée sur lui pour lui arracher le téléphone, mais Serge l'a repoussé sans effort. Doucement. « Il va t'entendre, il y aura un scandale, et je n'en veux pas. Je veux autre chose. » Elle s'est figée. « Quoi ? Me voir une fois par semaine. Tu viens dans mon garage ou je viens ici quand Romain n'est pas là. Tu ne veux pas ? » Alors la photo part sur son téléphone. Choisis. Aline le regardait et tout s'effondrait en elle. Elle aurait pu dire non, elle aurait pu tout avouer elle-même, mais la peur, une peur animale et gluante de perdre sa famille, de perdre son fils, de se retrouver seule, l'avait paralysée. Elle avait imaginé mon visage quand je verrais cette photo. Elle avait imaginé mes mains se serrant en poing, moi en train de faire mes valises, la porte qui claque, le tribunal qui me donne pôle parce qu'elle serait une mère indigne. D'accord, a-t-elle murmuré. Et à partir de ce jour sa vie est devenue un enfer. Pendant environ un an elle a compté les jours, les heures, les minutes. Elle a cessé de se respecter. Plus exactement, elle a cessé d'exister comme personne. Deux femmes vivaient en elle. L'une était l'épouse et la mère aimante qui préparait le petit déjeuner et repassait mes chemises. L'autre était celle qui 3 fois par semaine enfilait une tenue de sport, n'allait pas à la salle mais dans le garage de Serge en banlieue et faisait ce que cet homme aux doigts gras et au sourire froid lui ordonnait. Serge s'est révélé sadique. Il savourait le pouvoir. Il la forçait à des choses humiliantes, à se mettre à genoux, à supplier, à exécuter ses caprices. Il lui disait des horreurs, l'insultait avec des mots sales, puis exigeait qu'elle le remercie. Et elle remerciait, parce que sinon la photo partait vers moi. Et aussi parce qu'elle se haïssait de l'admettre. Parfois cela lui plaisait. La honte et le plaisir se mélangeaient en un cocktail monstrueux. Aline se sentait broyée, mais quelque part au fond, là où elle n'osait pas regarder, un frisson interdit se réveillait. Serge la traitait comme un objet, et cela l'accrochait pour une raison qu'elle ne comprenait pas. Elle se méprisait pour ses sensations, mais elle ne pouvait rien y faire. J'étais tendre, attentif, affectueux, et Serge était brutal, sec, indifférent à ses sentiments. Et ce contraste l'attirait comme un marécage. Elle est devenue froide avec moi. Quand je voulais la prendre dans mes bras elle s'écartait sous prétexte de fatigue. Quand je l'embrassais dans le cou elle disait que cela la chatouillait.
Elle a cessé de me regarder dans les yeux parce que dans mes yeux elle lisait la confiance et dans son reflet elle se voyait traîtresse. Qu'est-ce qui t'arrive? Lui ai-je demandé un soir au dîner. Tu n'es pas vraiment là. Tout va bien, a-t-elle répondu en poussant des pommes de terre dans son assiette. C'est juste que Paul dort mal. Tu devrais peut-être aller voir un médecin, ai-je proposé. Faire des analyses? Peut-être qu'il te manque des vitamines? Je vais me débrouiller toute seule. Elle me mentait chaque jour, chaque heure, chaque minute. Elle mentait quand elle disait qu'elle allait au magasin. Elle mentait quand elle disait qu'une amie l'invitait à prendre un café. Elle mentait quand elle disait qu'elle m'aimait. Ce dernier mensonge était le plus difficile, parce qu'elle m'aimait toujours profondément, sincèrement, mais l'amour n'annulait pas la trahison. Un jour elle a essayé de briser le cercle. Elle est allée voir Serge et lui a dit fermement, ça suffit. Efface les photos et laisse-moi tranquille. Serge a sorti son téléphone et lui a montré non pas une photo mais une dizaine. Il les avait prises en secret à chaque rencontre. Aline ne s'en était pas aperçue. Il avait maintenant toute une collection. Tu croyais que j'étais idiot? A-t-il demandé en lui caressant la joue d'un doigt sale. Tu es à moi maintenant, Aline, pour toujours. Tant que j'en ai envie. Quand tu m'ennuieras je t'enverrai tout à Romain juste pour rire. Alors ne m'énerve pas, elle a pleuré. Il ne l'a pas consolée. Il l'a simplement attirée à lui et a continué ce pourquoi elle était venue. Ce soir-là je devais rentrer seulement au petit matin. J'avais une course à l'aéroport, longue, presque 2 heures aller-retour. Aline connaissait exactement mon planning. Elle savait toujours quand je rentrais tard. Serge le savait aussi. C'est pourquoi il est venu à l'appartement sans se cacher. Ils étaient dans notre chambre. Paul dormait dans la pièce d'à côté et Aline avait mis le babyphone sur la table de nuit pour entendre si notre fils se réveillait. Ils n'ont pas entendu la voiture s'arrêter dans la cour ni les pas dans l'escalier, parce qu'ils étaient occupés. Moi, j'ai monté les marches de notre étage à 11h30. Le client de l'aéroport n'était pas venu. La course avait été annulée sur place. J'avais attendu 20 minutes, puis j'étais reparti. J'avais décidé, tant pis, je rentre plus tôt, je dors un peu et demain matin j'emmène Paul au parc. J'étais fatigué mais content. Une soirée rare où je pouvais me glisser dans le lit à côté de ma femme et simplement la prendre dans mes bras, sentir sa chaleur. J'ai ouvert la porte avec ma clé. Le couloir était éclairé. Aline avait oublié d'éteindre. C'était étrange. Elle faisait toujours attention à l'électricité. J'ai enlevé ma veste, mes baskets et je suis passé dans le couloir. De la chambre venaient des bruits. Je n'ai pas compris tout de suite ce que c'était, puis j'ai compris. Mon cœur a manqué un battement, puis s'est mis à cogner dans ma gorge. Je me suis approché de la porte. Elle était fermée de l'intérieur mais pas verrouillée. J'ai poussé. La porte a buté contre quelque chose de lourd. Ouvrez, ai-je dit d'une voix basse mais ferme. Dans la chambre tout s'est figé. Le silence a duré une seconde. Puis j'ai entendu des mouvements, des murmures, des sanglots effrayés. Je n'ai pas attendu. J'ai pris de l'élan et j'ai enfoncé la porte de l'épaule. Le bois a craqué, la serrure a sauté du chambranle, la porte s'est ouverte en cognant contre le mur. J'ai tout vu. Aline sur le lit, échevelée, en simple t-shirt remonté au-dessus des cuisses. À côté d'elle Serge, mon ami, l'homme avec qui nous buvions des bières, changions l'huile du moteur, parlions foot. Serge, nu, les yeux exorbités, qui essayait de remettre son jean en se prenant les pieds dans les jambes. Le temps s'est arrêté. Je l'ai regardé et mon cerveau refusait de traiter l'image. Cela ne pouvait pas arriver pour de vrai. C'était un cauchemar. J'allais me réveiller et Aline dormirait à côté de moi, sentant la pomme et la cannelle. Mais je ne me suis pas réveillé. Romain. A commencé Aline, mais sa voix s'est cassée. Je ne la regardais pas. Je regardais Serge. Il a enfin réussi à enfiler son jean, a attrapé son t-shirt et s'est précipité vers la porte pour essayer de passer. J'ai tendu le bras, les attrapé par le col, les fait pivoter et les poussé violemment en arrière dans la pièce. Serge est allé heurter le dos contre la commode, a fait tomber un vase de fleurs séchées. Le verre s'est brisé en éclats. Non, Romain, a-t-il bredouillé en levant les paumes. Non, on ne faisait que. Que quoi? Ma voix était effrayamment calme.
Que tu baisais ma femme dans mon lit pendant que mon fils dormait à côté. Serge s'est tu. Je me suis approché de lui, je l'ai attrapé par la nuque et je l'ai traîné vers la sortie. Il résistait, s'accrochait au chambranle, mais j'étais plus fort. La rage m'avait donné une force inhumaine. J'ai sorti Serge dans le couloir, puis jusqu'à la porte d'entrée, je l'ai ouverte et je l'ai jeté dehors d'un coup de pied sur le palier. Serge est tombé en roulant sur le sol en béton, à moitié nu, le jean pendant à une jambe. La porte s'est refermée devant son nez. J'ai tourné la clé dans la serrure. Je suis revenu dans la chambre. Aline était à genoux au milieu de la pièce, toute tremblante, en simple t-shirt qui couvrait à peine ses cuisses. Des larmes coulaient sur ses joues, ses lèvres tremblaient, ses mains étaient jointes comme pour prier. « Romain, je t'en supplie, écoute-moi. » Je me suis assis au bord du lit, j'ai croisé les bras sur ma poitrine et je l'ai regardé de haut. Il n'y avait pas de colère dans mon regard. Il y avait du vide. Le même vide qui s'était ouvert dans ma poitrine. « J'écoute, ai-je dit doucement. Et Aline m'a tout raconté sur cette nuit il y a 2 ans, sur la photo, sur le chantage, sur l'année d'humiliation. Elle parlait vite, s'étouffant avec les mots, passant parfois du cri au murmure. Elle m'a dit comment Serge la forçait, comment elle avait peur, comment elle se haïssait. Elle n'a pas mentionné qu'elle avait parfois ressenti du plaisir. Elle était intelligente et savait que cela tuerait ce qu'il restait. Elle a présenté tout cela comme une torture, comme une prison. Je ne voulais pas, Romain, il m'a forcé. Il me faisait chanter avec la photo. J'avais peur que tu partes, que tu prennes Paul. Je voulais tout arrêter, mais il menaçait d'envoyer les photos. Toutes ces rencontres, c'était de la violence, tu comprends? De la violence. Elle a fini et s'est figée, me regardant de bas en haut avec espoir. Maintenant il allait me prendre dans ses bras, me dire qu'il pardonnait tout, qu'il irait casser la figure à Serge. Nous allions continuer à vivre en oubliant ce cauchemar. Mais je suis resté silencieux. Je suis resté assis, fixant un poing sur le mur, et j'ai gardé le silence longtemps, une éternité qui a paru infinie à Aline. « Romain » a-t-elle appelé. J'ai levé la tête. Il y avait des larmes dans mes yeux, mais je ne pleurais pas. J'étais un homme qui n'avait pas appris à pleurer depuis l'enfance. Tu aurais pu me le dire dès le premier jour, ai-je dit d'une voix sourde comme venant d'un puits. Tu aurais pu venir me voir, me montrer cette photo et me dire, Romain, j'ai fait une erreur il y a 2 ans et maintenant on me fait chanter. Je ne sais pas ce que j'aurais fait, mais je ne t'aurais pas quitté. Je t'aurais aidé, nous serions allés à la police où je me serais occupé de Serge moi-même. Mais tu as choisi autre chose. J'avais peur, a crié Aline. Tu avais peur de moi, ai-je demandé. Et dans ma voix il y avait une douleur telle qu'Aline a sursauté. Non, non, j'avais peur de te perdre. Et tu pensais que si tu rampais 1 an devant lui, en faisant ce qu'il voulait, tu ne me perdrais pas? J'ai lentement secoué la tête. Tu te trompais. Tu m'as perdu aujourd'hui, mais tu m'as perdu le jour où tu es allé le voir la première fois. Et chaque fois que tu revenais dans cette maison et que tu te couchais à côté de moi, tu me tuais un peu plus. Pardonne-moi, a-t-elle murmuré en appuyant son front contre le sol. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Lève-toi, ai-je dit. Elle s'est relevée en chancelant. Le t-shirt a glissé de son épaule, mais elle ne l'a pas rajusté. Elle s'en fichait. Tu es pire que lui, ai-je dit. Ces mots l'ont frappé plus fort qu'une gifle. Aline a reculé comme sous un coup. Lui, c'est clair. Il a vu une faiblesse chez quelqu'un d'autre et il en a profité. Mais toi, tu es ma femme, tu es la mère de mon enfant. Tu aurais pu tout me dire et j'aurais accepté. J'aurais pardonné cette nuit il y a 2 ans, mais tu ne l'as pas fait. Tu as préféré jouer son jeu. Tu as préféré ses humiliations à mon pardon. Tu croyais m'avoir trompé, mais tu t'es trompé toi-même. Tu n'es pas une victime, Aline, tu es complice. Non. A-t-elle crié. Tu ne comprends pas. Il aurait envoyé les photos quand même. Il n'aurait pas arrêté. Et tu aurais continué? Ai-je demandé en me levant. Combien de temps cela aurait duré? 1 an, 2, 10? Tu aurais eu d'autres enfants de moi tout en courant dans le garage de Serge? Tu aurais continué à me mentir jusqu'à la vieillesse? Aline s'est tue, parce qu'elle ne connaissait pas la réponse. Je me suis approché de l'armoire, j'ai ouvert la porte, j'ai pris son passeport dans le tiroir de la commode et je l'ai jeté sur le lit,
puis j'ai trouvé son téléphone sur le chargeur et je l'ai lancé à côté. « Habille-toi », ai-je dit. « Où » a-t-elle demandé, effrayée. « Pars tout de suite. »« Romain, il fait nuit dehors, il fait froid, je n'ai rien. »« Tu aurais dû y penser il y a un an, » ai-je coupé. « Tu as le t-shirt dans lequel tu t'amusais avec mon ami. » Cela suffit. Elle est restée immobile, les larmes coulant sans arrêt sur ses joues. « Et Paul » a-t-elle murmuré. « Tu ne me le donneras pas ? Paul reste ici. Il dort en ce moment et tu ne le réveilleras pas. Si tu ressens encore quelque chose pour lui, tu partiras sans bruit pour qu'il ne te voie pas dans cet état. Je suis sa mère. Tu n'as pas le droit. Toi, tu en avais le droit ? Ai-je élevé la voix pour la première fois. Tu avais le droit d'amener ton amant dans la maison où dort ton fils de 2 ans. Tu avais le droit de mettre en danger son équilibre, son avenir, son calme. Tu es une mère, une femme qui a trahi tout ce qu'on peut trahir. Aline s'est remise à genoux, mais je l'ai attrapée par le coude et je l'ai remise debout. Pas besoin de supplier, va-t'en. Elle a enfilé son jean à main tremblante, a boutonné, a mis ses baskets sans chaussettes, a pris son passeport et son téléphone. Devant la porte d'entrée, elle s'est retournée. J'étais dans l'encadrement de la chambre, les bras croisés sur la poitrine, et je la regardais avec des yeux vides. « Tu vas regretter » a-t-elle dit. « Je regrette déjà » ai-je répondu. Ce jour-là j'ai fermé la porte à tous les verrous, j'ai appuyé mon front contre le bois froid et je suis resté ainsi plusieurs minutes. Puis je suis allé dans la chambre de Paul. Il dormait sur le ventre, serrant son lapin en peluche dans son petit poing. J'ai rajusté la couverture, je l'ai embrassé sur les cheveux doux et je suis sorti. J'ai pris une bouteille d'eau dans le réfrigérateur, j'en ai bu la moitié d'un trait, puis je me suis assis à la table de la cuisine. Mes mains ne tremblaient pas. J'étais calme de cette terrible calme morte qui vient quand le pire est arrivé et qu'il n'y a plus rien à craindre. J'ai pris mon téléphone, j'ai cherché le numéro de Serge. Il n'a pas répondu. Normal. Je lui ai écrit, « Tu es un homme mort. Je te retrouverai. Et pour l'instant sache que si une seule photo refait surface, je te casserai les bras et les jambes puis je viendrai dans ton garage et je le brûlerai jusqu'au sol. Tu me connais, je ne plaisante pas. » J'ai envoyé, j'ai bloqué le numéro. Ensuite j'ai écrit à mon avocat, j'ai besoin d'une consultation pour divorce. Ma femme m'a trompé. Je veux garder l'enfant. Je passe au cabinet demain. Et seulement après cela je me suis permis de souffler. Je n'ai pas pleuré. Les hommes ne pleurent pas. Je suis simplement resté assis à la cuisine jusqu'à l'aube, regardant par la fenêtre le ciel gris d'hiver, et j'ai senti quelque chose mourir en moi. Ce que j'appelais l'amour, ce en quoi j'avais cru pendant 7 ans. Cela mourait lentement, avec un râle, comme une bête traquée. Aline est sortie dans la rue en simple t-shirt, jean et basket, sans manteau, sans bonnet. En décembre le vent vous transperce jusqu'aux os, mais elle ne sentait pas le froid. Elle ne sentait que le vide. Elle a appelé son amie Léna, celle dont l'anniversaire avait tout déclenché. Léna a décroché après de longues sonneries, endormie et contrariée. Léna, on m'a mise dehors. Romain a tout découvert. Laisse-moi dormir chez toi. Mon Dieu, Aline. D'accord, viens. Mais doucement, mon mari dort. Aline a attrapé un taxi. Par chance elle avait quelques billets froissés de 50 € dans la poche de son jean. Tout le trajet elle a regardé par la fenêtre les lumières de la ville nocturne et elle ne la reconnaissait plus. Tout était devenu étranger. Elle était devenue étrangère à elle-même. Chez Léna elle s'est effondrée sur le canapé et a pleuré jusqu'au matin. Léna a essayé de la consoler, mais que dire ? De telles choses n'arrivent à personne. Le matin Aline m'a appelé. Je n'ai pas pris l'appel. Elle a écrit, « S'il te plaît, laisse-moi voir Paul. Je deviens folle. » 1 heure plus tard la réponse est arrivée, « L'enfant vivra chez ma mère. Je vais demander le divorce et je ferai en sorte que le fils reste avec moi. Tu pourras le voir 2 fois par mois en présence d'une assistante sociale jusqu'à ce que le tribunal décide. Ne m'appelle plus. » Elle a essayé de rappeler. Le numéro était bloqué. Aline est restée chez Léna. Elle n'avait pas d'argent. Elle ne travaillait pas depuis 2 ans. Toutes nos économies étaient communes et j'avais sûrement bloqué la carte. Son passeport était avec elle, mais il portait l'ancienne adresse. Aller là-bas était impossible. Ses parents vivaient dans une autre ville.
Elle ne voulait pas leur avouer. La honte la brûlait de l'intérieur. 3 jours plus tard, elle est venue devant notre immeuble et a vu que je sortais Paul pour l'installer dans la voiture. Le petit était habillé d'une combinaison chaude, d'un bonnet à pompons, de moufles attachées par un cordon. Il souriait, remuait les jambes et babillait. J'étais concentré mais tendre. J'ai rajusté son écharpe, je l'ai embrassé sur la joue et je l'ai installé dans le siège auto. Aline se tenait au coin de la rue et regardait. Elle voulait courir, serrer son fils contre elle, mais elle savait que si elle le faisait j'appellerais la police. Elle n'avait plus aucun droit maintenant. C'était une femme expulsée de chez elle pour adultère. Et c'était elle qui avait tout fait. La voiture est partie. Aline est retournée chez Léna et a pleuré de nouveau. J'ai conduit Paul chez ma mère à 2 heures de route. Elle a écouté son fils, a secoué la tête et n'a dit qu'une chose, je savais que cette fille n'était pas un cadeau, mais pas à ce point. Bon, laisse Paul, je vais m'occuper de lui. Travaille, et appelle en visio le soir. Merci, maman. De rien, mon fils. Tiens bon. Les femmes sont comme ça, mais pas toutes. Tu trouveras quelqu'un de bien. J'ai hoché la tête, mais au fond de moi je ne croyais plus à personne de bien. Je suis revenu dans l'appartement vide, j'ai mis toutes les affaires d'Aline dans des sacs et je les ai posées sur le palier. Je lui ai écrit, viens les chercher demain avant midi, sinon je les jette. Le lendemain les sacs avaient disparu. Je ne l'ai pas vu. J'ai déposé la demande de divorce. Au tribunal Aline n'a rien contesté. Elle est venue les yeux gonflés dans un pull usé et a dit qu'elle acceptait toutes les conditions. L'enfant reste avec le père. Elle ne pouvait pas payer de pension parce qu'elle ne travaillait pas, mais elle s'engageait à trouver un travail. Le tribunal a décidé, le fils vit avec moi. Aline a un droit de visite 2 fois par mois sous surveillance d'une assistante sociale. Je n'ai ressenti aucune victoire. Seulement une fatigue infinie, épuisante. Je suis retourné au travail en taxi. Maintenant je n'avais plus de maison où l'on m'attendait. Il n'y avait que l'appartement vide qui sentait encore son parfum. J'ai jeté tous les flacons, mais l'odeur est restée. Je passais chez ma mère tous les 3 jours, je dormais là-bas, je jouais avec Paul, puis je repartais en ville, je reprenais le volant et je transportais des inconnus pour leurs affaires. 1 mois est passé. J'ai presque cessé de penser à Aline. Presque. Parfois la nuit, quand j'attendais une course sur un parking vide, l'image revenait, la porte enfoncée, Serge nu, Aline à genoux. Je fermais les yeux fort, secouais la tête et montais la radio plus fort. Un soir Léna m'a appelé. Romain, ne raccroche pas. Aline est à l'hôpital. Elle a fait une dépression nerveuse. Elle est hospitalisée depuis 3 semaines. Les médecins parlent de dépression profonde, d'idées suicidaires. Elle ne mange pas, ne parle pas, elle pleure seulement et te demande. Je suis resté silencieux, serrant le volant si fort que mes phalanges ont blanchi. Elle veut voir Paul, ne serait-ce qu'1 heure, a continué Léna. Non, ai-je dit. Romain, c'est sa mère. C'était une mère quand elle amenait un homme dans la chambre à côté de celle de notre fils. Maintenant elle n'est plus rien. Dis-lui que je ne viendrai pas et que je ne lui donnerai pas Paul. Si elle veut, qu'elle fasse une demande au tribunal, mais on ne lui donnera pas la garde, et tu le sais. J'ai raccroché. Ce soir-là je suis allé chez ma mère, j'ai pris Paul et je l'ai emmené au parc d'attractions. Nous avons fait des manèges, mangé de la barbe à papa, et Paul riait en renversant la tête en arrière. Je regardais mon fils et je pensais, comment lui expliquer un jour, quand il sera grand, pourquoi sa mère n'est plus là. Comment lui dire que sa mère aimait plus ses désirs que lui, ou qu'elle n'aimait personne d'autre qu'elle-même? Je ne connaissais pas la réponse. 1 mois après cet appel de Léna je travaillais de nuit. La ville dormait. Je prenais des clients, les déposais, touchais l'argent, repartais sur la ligne. Une nuit ordinaire. Une vie ordinaire, vide, grise, sans joie. Sur le tableau de bord il y avait une petite photo de famille dans un cadre en plastique. Je l'avais achetée l'année précédente à une station-service. Sur la photo il y avait Aline, Paul dans les bras et moi. Aline souriait, je souriais, et il semblait que tout était devant nous. Le cadre était poussiéreux, mais je ne l'avais pas enlevé. Je n'arrivais pas à jeter ce morceau de mensonge. Mais ce soir-là, arrêté à un feu rouge, j'ai longuement regardé la photo. J'ai repensé à Aline qui riait quand nous l'avions prise. À ce qu'elle avait dit, nous serons toujours heureux.
À ce que j'avais cru. J'ai ouvert le cadre, j'ai sorti la photo, je l'ai regardée une dernière fois et je l'ai déchirée en deux. Puis encore, jusqu'à ce que de petits morceaux tombent sur le plancher de la voiture. Je les ai ramassés dans ma main, j'ai baissé la vitre et je les ai jetés dans le vent nocturne. Les bouts de papier ont tourbillonné dans la lumière des réverbères et ont disparu. J'ai essuyé mes mains sur mon jean, j'ai repris mon souffle et j'ai regardé de nouveau l'écran du GPS. Une nouvelle course. Une femme. Adresse, résidence en périphérie. J'ai appuyé sur accepter et je suis parti. 10 minutes plus tard j'étais devant l'immeuble. Une femme est sortie, jeune, long manteau, cheveux blonds attachés en chignon. Elle s'est assise à l'arrière, a donné l'adresse. J'ai hoché la tête et j'ai démarré. Dans l'habitacle une odeur de pommes vertes, fraîche, légèrement acidulée, est venue. Exactement l'odeur d'Aline, l'odeur de cette autre vie. J'ai serré le volant. Je ne me suis pas retourné. J'ai simplement conduit dans les rues nocturnes, silencieux, regardant droit devant moi. La passagère à l'arrière a fouillé dans un sac, a sorti son téléphone, a tapé quelque chose. La nuit est belle, a-t-elle dit doucement. Oui, ai-je répondu sans me retourner. Très belle. Je l'ai conduite à travers toute la ville, et l'odeur de pommes vertes remplissait l'habitacle, chatouillait mes narines, réveillait des souvenirs que je venais de déchirer en morceaux et de disperser au vent. Je ne savais pas comment elle s'appelait. Je ne voulais pas le savoir. Je l'ai simplement conduite là où elle le demandait, et je me suis tu. Quand elle est descendue en disant merci, j'ai hoché la tête, j'ai attendu que la porte claque et je suis reparti. Dans le rétroviseur sa silhouette éclairée par un réverbère a vacillé puis s'est effacée. J'ai pris le boulevard vide, j'ai appuyé sur l'accélérateur et j'ai filé dans la nuit froide d'hiver. La ville dormait. J'étais seul, complètement seul. Et c'était la vérité que j'avais enfin acceptée. Il n'y avait plus de famille, plus d'amour, plus d'espoir. Il ne restait que la route, la voiture et la file interminable de destins inconnus que je transportais d'un point A à un point B sans jamais laisser de traces. J'ai mis mon clignotant, j'ai pris la bretelle et je suis parti vers la course suivante. L'odeur de pommes vertes flottait encore dans l'habitacle, mais elle se dissipait peu à peu, cédant la place à l'essence, à l'ozone et à la poussière de la route. Je regardais la route et je ne me retournais pas, parce qu'il n'y avait plus personne derrière moi et plus aucune raison de le faire. Partagez votre avis dans les commentaires, une seule erreur commise lors d'une soirée arrosée il y a 2 ans peut-elle justifier tout ce qui s'est passé depuis ? Ou est-ce justement le fait que ma femme ait continué à mentir pendant si longtemps qui rend tout cela impardonnable ? Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à nous laisser un « j'aime ».